Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'émission, c'est Rien à cacher, rien à cacher. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Delphin Kiubois, en direct de Californie, à Sacramento. On va essayer de parler avec lui, M. Delphin Kiubois. Qui est M. Delphin Kiubois? Il est directeur informatique au ministère de technologie dans l'État de Californie. Il est professeur d'informatique dans l'enseignement universitaire en Californie. Il est président national du Parti pour la réforme en sigle PNR. Et puis président honoraire de la communauté congolaise en Californie du Nord. Il est auteur du livre sur l'apport de la nouvelle technologie au développement intégral de la République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Delphin Kiubois. Bonjour, Pasteur Bobo. Moi, je vous ai présenté ici, on vous demandait à le faire, comment allez-vous le faire? Oui, ce serait exactement la même chose. Je suis ici en Californie, exactement à Sacramento, où je travaille au sein du ministère des Technologies dans le gouvernement de l'État de la Californie comme directeur informatique. Je suis aussi exactement dans l'enseignement supérieur universitaire comme professeur d'informatique et membre actif de la communauté congolaise ici en Californie, où j'ai exercé les fonctions de président pendant 2 mandats. Et exactement comme vous l'avez dit, je suis aussi président national du Parti pour la réforme, le PNR, le parti qui prône la réforme dans notre pays, et auteur de l'ouvrage sur l'apport de nouvelles technologies en RDC. Merci beaucoup. Comme c'est vous qui gérez la technologie là-bas, essayez de faire que quand c'est moi qui parlais, de me mettre en évidence. Quand c'est vous, comme c'est de votre côté là-bas, ça sera plus facile. À toi, c'est extraordinaire. Nous sommes avec M. Delphin Kiubois. D'emblée de jeu, vous avez organisé beaucoup de conférences. Vous avez essayé de me mettre en évidence. Vous avez organisé beaucoup, je dis bien beaucoup, de conférences par rapport à ce que vous faites. De plus en plus, vous êtes très connu. D'emblée des jeux, je commencerai par vous poser la question. Les gens aimeraient bien savoir, est-ce que M. Delphin Kiubois sera candidat à l'élection présidentielle 2023? Je commence par ça. Je commence une question que les gens aimeraient bien savoir, parce qu'on vous a écouté parler, présenter votre projet, présenter votre programme. Vous avez déjà parlé des élections, mais je commence par ça. D'abord, quelle est votre lecture par rapport aux élections 2023? Serez-vous candidat avant de commencer? Oui, notre lecture par rapport aux élections en 2023 et en rapport avec les différentes conférences que nous avons eu la chance d'animer à distance, à vidéoconférence, comme nous le faisons. Vous êtes en Belgique, je suis ici en Californie. Et nous avions eu la chance d'échanger avec les Congolais à travers le monde qui nous ont écoutés de l'Europe, de l'Amérique, de l'Australie, de l'Afrique, partout en Afrique du Sud, au Congo, dans différentes provinces. C'est autour de notre vision de réforme. Nous sommes un mouvement qui croit à la réforme comme la solution dans notre pays. Et nous sommes en train de montrer comment le pays peut tirer aussi profit de la révolution technologique. Donc, pour nous, cette réforme, et les piliers de cette réforme, c'est la révolution technologique, donc l'apport efficace de nouvelles technologies pour répondre aux défis du pays. Comment nous pouvons transformer les défis nationaux, le pays a tant de problèmes, et comment nous pouvons transformer ces défis en opportunité pour l'émergence du Congo dans 5 ans. Comment nous pouvons transformer les ressources et potentialités du Congo. C'est un pays qui regorge tant de ressources. La question est de savoir qu'est-ce que nous faisons de ces ressources, comment nous sommes toujours restés là où nous sommes, le pays le bas de l'échelle. Et aujourd'hui, nous
une vision moderne au XXIe siècle où la technologie, les nouvelles technologies sont devenues comme un outil indispensable dans tous les secteurs. Alors, comment nous pouvons aussi tirer profit de cette révolution technologique moderne pour transformer toutes ces ressources et potentialités du pays en opportunités ou en prospérité pour tout le monde. Voilà au moins en grande ligne ce que nous avons eu la chance de partager dans ces différentes conférences que nous avons animées à distance. Quant à la question de savoir si je serai candidat à la magistrature suprême en 2023, et le moment opportun, notre parti, le PNR, décidera. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Nous sommes avec vous. On nous suit partout à travers le monde. Mais parlons de la nouvelle technologie. Pourquoi pensez-vous que la technologie, la nouvelle technologie, serait la solution dans un pays où, d'ailleurs, moins de 20% de la population ont accès à cette technologie? Vous misez sur la technologie, mais moins de 20% des personnes ont accès sur la technologie. Oui, merci. C'est vraiment déplorable que dans un pays comme le nôtre, avec toutes les ressources et potentialités que ce grand pays au cœur de l'Afrique regorge, qu'aujourd'hui, il y a moins de 20% de la population qui a accès à ces outils de technologie moderne. Et c'est vraiment déplorable. Et nous croyons qu'il faut contourner cet obstacle. Il faut une vision. Il faut vraiment une vision moderne. Et nous sommes en train de proposer comment nous pouvons aller de, c'est pas si 9%, les chiffres indépendants, selon les chiffres officiels, c'est pas 16%, c'est toujours moins de 20%. Comment nous pouvons aller de ce chiffre de moins de 20% à 70% dans 5 ans? Et nous avons cette vision pour que le pays puisse aussi tirer profit de cette révolution technologique, parce qu'il est aujourd'hui indispensable dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans l'enseignement, dans l'agriculture, dans le commerce, dans le tourisme, dans le transport, dans la sécurité, renseignement, dans tout le secteur de la vie. Aujourd'hui, la technologie ou les nouvelles technologies, le secteur numérique est devenu indispensable. Et au XXIe siècle, aucun pays peut parler d'une vision d'améliorer les conditions socio-économiques sans une vision technologique. Donc, on ne peut pas rêver un Congo nouveau, fort, prospère et moderne sans faire recours à l'apport de nouvelles technologies. Et nous avons eu la chance vraiment de faire une étude approfondie dans ce secteur. Dans la publication de l'ouvrage que j'ai mentionné, on a publié l'ouvrage en janvier de cette année sur l'apport des nouvelles technologies au développement intégral dans notre pays. L'ouvrage est disponible en ligne. Il devrait déjà être sur le marché congolais, mais avec le Covid-19, les colis étaient bloqués pour atteindre la RDC. On le suit partout à travers le monde, mais en vous écoutant parler, j'ai suivi vos conférences, beaucoup de conférences. Quand on vous suit, monsieur Delphin, c'est comme si vous vendez de l'illusion dans un pays où il n'y a pas d'électricité, dans un pays où il n'y a presque rien. Vous venez avec quelque chose de nouveau, c'est bien beau, mais c'est comme si vous vendez de l'illusion, M. Delphin, Oui. par rapport à la nouvelle technologie. Oui, effectivement. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, il faut d'abord dire que je ne suis pas en train de vendre une vision, une illusion dans un pays comme le nôtre. Et ce que je parle, c'est un domaine, c'est un secteur que je maîtrise bien. Je maîtrise la théorie et la pratique. Parlant d'abord du côté de théorie, j'ai fait mes études dans ce domaine comme ingénieur informatique. J'ai un diplôme de licence en génie informatique, une maîtrise en gestion de technologie et je suis aussi un professionnel, un certifié professionnel dans ce domaine. À part ça, sur le plan pratique, je suis dans le secteur public de l'une des grandes institutions, les plus grandes institutions au monde, les plus modernisées et informatisées, pendant 25 ans, notamment l'État de la Californie.
Donc, je connais comment ce secteur marche et comment ces domaines fonctionnent ailleurs. Alors, dans la recherche approfondie que nous avons eu la chance de mener, dans la publication de l'ouvrage que je viens de mentionner, il était question d'abord de faire une étude autour d'une problématique. Est-ce que vraiment, comme hypothèse, est-ce que cette technologie est aussi possible en Afrique et en particulier dans notre pays? Et nous sommes arrivés à la conclusion que la technologie est possible dans notre pays aussi, comme partout en Afrique. Parce que ce qui manque souvent, c'est une vision. Comment matérialiser comment tirer profit de cette révolution technologique. Et voilà ce que nous sommes en train de proposer. Nous sommes en train de proposer comment contourner, transformer les défis nationaux en opportunités pour aussi l'émergence du pays. Comment contourner tous ces obstacles et aussi transformer ces ressources du pays en richesse. Par exemple, quand je dis que ces technologies existent en Afrique même, pourquoi pas chez nous, quand on traverse les frontières, par exemple, en particulier à l'est du Congo, nous partageons les frontières dans la région des Grands Lacs avec le pays, le Rwanda et le Burundi. Les gens font les mouvements de va-et-vient tous les jours. Du côté du Rwanda, il y a l'enregistrement des mouvements de personnes, c'est fait sur l'ordinateur. On demande le document, on met les données dans l'ordinateur. Après quelques secondes, Kinshasa doit répondre que non. Kigali doit dire oui, la personne peut entrer dans notre pays. Mais du côté du Congo, il y a l'agent de la DGM, la Direction générale d'immigration, qui est assis dans son bureau avec un cahier, un stylo. Nous ne sommes pas au 19e siècle. Cette technologie est dans un pays voisin. Pourquoi pas chez nous? Ce qui manque, c'est la vision aussi. Ce système manuel non seulement favorise les détournements de fonds, qui fait que le pays a un budget vraiment maigre, médiocre, alors tenant compte des ressources et potentialités que regorge ce pays, mais aussi favorise l'insécurité qui règne à l'Est. On ne sait pas contrôler les mouvements des personnes qui entrent et qui sortent, ou qui devraient entrer dans le pays. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de dire ici que la vision que nous proposons, ce n'est pas une vision, c'est une solution à beaucoup de problèmes, de défis nationaux qui traversent le pays, les défis auxquels fait face notre pays. Il faut une nouvelle vision. Il faut aussi savoir comment ce pays de demain, le Congo que tout le monde aspire, un Congo nouveau, fort, prospère, comment ce pays peut protéger ses frontières pour assurer qu'il soit toujours un pays uni, indivisible, comment ce pays peut aussi tirer profit de cette révolution technologique pour la prospérité pour tout le monde, créer la richesse pour tout le monde, créer le travail pour tout le monde. Nous parlons ici d'une vision de créer 10 millions d'emplois dans 5 ans. Ce n'est pas une illusion, c'est ce que nous faisons dans la vie ici. C'est ça. À part, comme je dis, je maîtrise bien la pratique, la théorie, la pratique. J'enseigne aussi dans l'enseignement supérieur universitaire. Je fais partie des formateurs qui sont à la formation des cadres universitaires dans ce pays et je connais de quoi il s'agit pour aussi amener ces technologies dans notre pays et qu'elles soient aussi utiles pour l'émergence du Congo. Vous êtes président d'un parti qui prône la réforme. Comment comptez-vous amener des réformes, même au niveau des mentalités, au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau des Congolais, des universités? Comment faire entrer les nouvelles technologies dans un pays où je redis encore, plus de 80% de la population n'a pas accès à l'électricité, ou même les intellectuels n'ont pas accès à la nouvelle technologie? Comment allez-vous procéder, vous, un parti qui prône la réforme? Oui, comme je dis, la vision que nous prenons ici, c'est une vision de transformer les défis nationaux en opportunités pour l'émergence du pays, pour le développement du pays. Nous avons un pays avec des défis sérieux dans le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, avec la technologie de l'énergie renouvelable, les pays peuvent produire l'électricité dans moins de 6 à 12 mois. C'est question de vision.
Et comment, comme vous le dites, comment ces pays avec moins de 26%, 20% de la population qui a accès à ces technologies peut accéder. C'est ce que nous avions dit qu'il faut une vision comment accroître ces taux d'accès aux nouvelles technologies. Les tableaux là de c'est pas moins de 20% est capable d'être demain dans 5 cas 70%. Il faut une vision, certainement. Il faut une vision. Et quand nous parlons plus précisément d'un Congo nouveau, nous faisons ici encore une vision d'un nouveau Congo. Un Congo qui est capable de répondre aux attentes du peuple congolais, un pays qui est capable de créer d'emplois avec ce secteur de technologie. C'est un secteur qui est capable de créer d'emplois à des milliers de Congolais. Mais chez nous, qu'est-ce que nous faisons de cette technologie? Et quant à la question de savoir comment relier la réforme que nous prenons, que le PNR prend avec la technologie. Quand nous parlons de réformes, les gens ici, je dois être clair, les gens ne comprennent pas quand on parle de technologie. La technologie, c'est un outil. Aujourd'hui, au monde, indispensable pour atteindre un but. Ce n'est pas le but final. C'est un outil pour atteindre un but. Et notre but, d'abord, c'est la réforme. Par exemple, quand on parle de technologie, qu'il faut moderniser certains secteurs dans notre pays, nous avons un budget de 6 milliards. Ce budget-là ne reflète pas les ressources et potentialités du pays. 6 milliards par an dans un pays comme le nôtre. Maintenant, il faut une vision comment accroître ces recettes. Et comment on peut accroître ces recettes? Aujourd'hui, tout le monde peut dire nous devons moderniser, nous devons informatiser. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut d'abord une réforme. Il faut la politique d'abord. Il faut d'abord changer les lois du pays. Nous avons dans le secteur des régies financières au moins 20 boîtes de recettes. Et il faut d'abord des lois pour centraliser, consolider toutes ces boîtes-là. C'est ça la réforme que nous disons d'abord. Il faut d'abord consolider, que ce soit la Direction générale des impôts, la DGGRA, communément appelée l'OFIDA, DGT, c'est pas, OCC et SONAF. Il faut d'abord consolider toutes ces boîtes. Partout ailleurs au monde, il n'y a qu'une seule agence de recettes publiques. Même dans les pays voisins, en Ouganda, il y a Internal Revenue. Au Rwanda, il y a Rwanda Revenue Authority. Et, au Burundi, il y a l'Office burundais des impôts. En Amérique, nous avons que l'Interno Revenue. Donc, comment expliquer chez nous, il y en a plus de 20. Donc, il faut d'abord la politique, c'est ça la réforme. Il faut d'abord changer les lois du pays. Il faut d'abord que ces lois-là permettent qu'il y ait la consolidation de tous ces services de recettes, de tous ces, notamment, c'est ça qu'on a, quand on parle de modernisation, d'informatisation du secteur des régies financières pour accroître les recettes. Nous devons avoir qu'un seul DG et non pas de 20 différents PDG ou DG. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on fait la relation entre la réforme et la technologie. Maintenant, la technologie sera en second lieu comme pilier de cette réforme pour être capable maintenant. Ce secteur est déjà réformé. Nous avons qu'une seule agence de recettes complète que nous avons proposé dans notre ouvrage Office congolais des recettes, OCA. Et maintenant, il faut l'apport de technologies pour être capable d'être efficace, pour mieux canaliser et maximiser les recettes. C'est pourquoi nous parlons ici que nous sommes capables d'accroître les recettes nationales avec cette vision de réforme de 6 milliards à 30 milliards dans 5 ans. Nous pouvons aller de 6 à 12 et de 12 à 18, de 18 à 24 et 24 à 30. C'est une vision facilement réalisable, qui est vraiment une ambition noble, qui est réalisable quand il y a une vision, quand il y a une volonté politique. Et cette volonté commence avec des réformes, des mesures de réformes institutionnelles pour consolider, centraliser toutes ces recettes. Maintenant, apporter la technologie pour faciliter comme l'apport, comme un outil indispensable pour mieux canaliser ces recettes. Si aujourd'hui, ce qui se passe chez nous par manque souvent de vision, pour ne pas comprendre l'erreur des technologies et la politique, on amène une maison qui veut moderniser, par exemple, la DGI, la Direction générale des impôts. Il y a encore la douane qui est encore là. Il y a l'autre.
Mais vous avez affaire à 5 systèmes. Et les systèmes informatiques, les projets numériques ne sont pas facilement exécutables. Comment gérer dans un pays comme le nôtre? Quelles sont les capacités pour gérer la réussite des 5 systèmes numériques? Alors que dans l'État, il faut d'abord des fondations. On ne peut pas construire une maison sans qu'il y ait des fondations solides. C'est pourquoi nous parlons, c'est ça le mariage, les rapports entre la réforme que prend le PNR et la vision technologique. Il faut d'abord réformer. Nous parlons seulement ici, je donne l'exemple que d'un seul secteur, le secteur des régies financières. Et cette réforme, c'est dans tous les secteurs, dans tous les ministères. Vous voyez, ici je parle de l'exemple qui est dans le ministère des Finances. Mais nous avons tout un projet de société détaillé dans tous les ministères, comment réformer des réformes institutionnelles qui sont modernes, qui sont capables d'accroître les recettes publiques, qui sont capables de rendre l'action gouvernementale plus efficace, qui sont capables de transformer les défis et problèmes nationaux en opportunités pour l'émergence du pays. Donc, des réformes institutionnelles modernes capables de transformer les ressources et potentialités de notre grand pays au cœur de l'Afrique en richesse et prospérité pour tous. Voilà un peu la réforme que prend le PNR et sa vision technologique pour rendre un Congo nouveau, fort, prospère, moderne et qu'aspire tout Congolais. On le suit partout à travers le monde, mais M. Delphin, le monde est secoué par la pandémie, quelque chose qui bouge le monde, c'est coronavirus. Vous, avec votre nouvelle technologie, comment comptez-vous combattre, aider un pays comme la République démocratique du Congo à combattre le Covid-19 pendant que les grands pays industrialisés comme les États-Unis d'Amérique comptent des morts? Il y a des morts. Oui, effectivement. Bon, nous regrettons d'abord les morts partout au monde avec cette pandémie de coronavirus, COVID-19. C'est un combat vraiment qui frappe le monde entier. Et chaque pays est en train de mener ce combat à différents niveaux. J'imagine que le taux de mortalité dans les pays où il y a la technologie, les nouvelles technologies sont à un niveau avancé. Si c'était, par exemple, dans notre pays, on aurait compté plus de morts. Parce que dans les pays avancés, avec l'apport des nouvelles technologies, les mesures de confinement sont efficaces. Les gens continuent de travailler à distance et les gens continuent de consulter les médecins à distance. Comme nous sommes entrés ici, nous sommes dans une salle de conférence virtuelle. On cause avec le médecin, il prescrit le médicament, vous partez à la pharmacie, ainsi de suite. Et les gens, beaucoup plus, les gens continuent à apprendre, les étudiants ou les élèves continuent à apprendre à distance. Chez nous, on regrette qu'il y a lieu même que l'année soit blanche. Mais pourtant, partout ailleurs, ce n'est pas le cas. Moi, je dis que je suis à temps partiel dans l'enseignement supérieur universitaire. Ce semestre, j'ai eu plus de sollicitations dans différentes institutions pour donner ou assumer plus de cours que mon horaire peut même supporter parce qu'il y a les études, tout le monde, la vie continue comme normal et les mesures de confinement sont efficaces. Voilà l'apport des nouvelles technologies dans ce combat contre le COVID-19. Chez nous, quand on dit confinement, il y a une vie morte, personnes circulent, mais même sur le plan dans le secteur public, les recettes sont en rouge, même si aujourd'hui c'est un phénomène qui va frapper le monde entier. Mais chez nous, ça sera plus grave parce que les gens ne fonctionnent pas, les gens ne travaillent pas, à part manque de vision. Et ce n'est pas seulement en Occident ou en Amérique, même dans certains pays africains aujourd'hui, les gens continuent à étudier, à apprendre en ligne. Mais ce qui manque, il faut aujourd'hui commencer un débat sur la vision du pays. Où est-ce que nous voulons être dans 5 ans? Et comme ça, nous serons aussi prêts quand de telles choses arrivent, que ce soit une autre pandémie ou quoi autre, être capable d'être efficace pour combattre. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'avec la technologie,
il y a rien de, on peut être plus efficace dans ce combat contre le Covid-19 que par rapport aux pays où cette technologie est complètement encore absente ou n'est pas utilisée d'une façon efficace. C'est ça un peu notre lecture de ça par rapport aux pays où la technologie n'est pas vraiment au niveau de l'usage efficace au sein des pays avancés, malgré les taux de mortalité. Mais nous disons merci à Dieu que ce qui arrive dans les pays, par exemple, que ce soit en Amérique, en Europe, n'est pas encore ce même taux en Afrique, parce que c'est nous, ça sera. On peut compter plus de morts. En vous écoutant, on vous voit très, très crédible comme la majorité des Congolais de la diaspora. Mais l'actuel président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, est aussi issu de la diaspora comme vous. Mais qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit, il a ramené beaucoup des Congolais, des intellos de la diaspora. Beaucoup, malheureusement, sont emprisonnés, sont poursuivis. Il y a des manifestations de corruption. On se pose des questions. Est-ce que M. Delphin qui boit, vous allez, si c'était vous, vous allez procéder autrement? Ou bien nous de la diaspora, vous de la diaspora, vous êtes mieux pour être des experts, travailler dans des bureaux et non prendre le leadership du pays. Tshisekedi est là presque 2 ans. C'est comme si le Congo recule. Je vous donne la parole. Bon, d'abord, je veux dire que nous avons tendance de prendre un cas pour généraliser. La diaspora regorge tant de ressources et de potentialités qui peuvent aussi mieux servir ce pays. Et il faut aussi ajouter que dans la diaspora, comme au pays, il y a des gens qui ont dirigé ce pays, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ce pays a été aussi dirigé par ceux-là qui sont à l'intérieur du pays, mais le résultat n'est pas si différent. Donc, la solution, c'est où? C'est de la diaspora ou à l'intérieur du pays? Mais il faut vraiment dire que l'espoir d'un Congo nouveau, fort et prospère, c'est peut-être dans la diaspora. Les gens ont plus d'expérience, les gens comprennent comment le système, comprennent mieux comment le système fonctionne ailleurs. Quand nous parlons de la révolution technologique moderne et comment ce pays peut tirer profit de ça, les gens au pays peuvent, comme vous venez de le poser comme question, est-ce que ce n'est pas une illusion qu'on est en train de vendre? C'est une question qui est normale en Afrique, en particulier chez nous. Mais dans la diaspora, les gens comprennent comment cette technologie est faite et ce qu'elle est capable de faire. Donc, vous voyez un peu que c'est trop vraiment généralisé facilement. Ma présence dans la diaspora, je ne peux pas regretter. J'ai été formé dans la diaspora. J'ai évolué dans cette diaspora pendant presque 30 ans. J'ai eu la chance d'être formé. Je travaille dans cette diaspora au sein d'une des grandes institutions publiques au monde, les plus modernisées, informatisées. Pendant 25 ans, je suis directeur maintenant aujourd'hui, directeur informatique dans ce secteur public. Et pour moi, il est question maintenant d'apporter cette expérience, cette expertise au service de notre pays. Et dans ce parcours, j'ai appris des valeurs. Donc, l'éthique professionnelle est vraiment le même éthique qui me fait que je peux partir d'un jeune ingénieur, un jeune cadre qui vient de terminer l'université, jusqu'au rang des directeurs. Il y a certaines valeurs professionnelles comme éthique que j'ai appris tout au long de ce long parcours de 25 ans. Et c'est ce que je vais apporter dans notre pays. Et c'est une vision que ce n'est pas seulement au niveau d'être comme des technocrates, comme vous le dites, que ce n'est pas une vision de dirigeants au pays. Je viens de dire que quand nous parlons de la technologie, et c'est ce que nous faisons ici, même ici en Californie, ce n'est pas la technologie vient en second lieu. Il faut d'abord la politique. Il faut d'abord les réformes. Il faut d'abord changer de loi. C'est ça l'exemple que j'ai donné dans le secteur seulement des régies financières. Par exemple, ici en Amérique, il y avait des compagnies dans le secteur des communications, notamment qu'on appelle
AT&T, ATT et MCI. L'autre MCI est déjà tombé en panne, il n'existe plus. Donc, les lois dans ce secteur étaient taillées autour de protéger les intérêts de ces deux compagnies seulement. Et en 1996, le président Bill Clinton, l'un des présidents les plus respectés ici en Amérique, il est venu avec une vision qu'il fallait réformer ce secteur. Il a réformé, donc il fallait changer des lois du pays. C'est pourquoi j'ai dit la technologie, la vision que nous connaissons, il faut d'abord la technologie, c'est ça la réforme. Il fallait changer d'abord les lois pour permettre qu'il y ait compétition, pour permettre qu'il y ait créativité et innovation américaine. Voilà les résultats aujourd'hui. Nous parlons sur un des résultats de cette réforme parce que la technologie est devenue accessible partout au monde, gratuitement. Quand nous sommes arrivés dans ce pays, il y a presque 30 ans, appelé en Afrique, c'était presque $5 par minute. Et le week-end et tard la nuit, c'était $3,5. Mais quand on a réformé ce secteur des télécommunications, et toutes les compagnies aujourd'hui que vous voyez, le Facebook, je vois dans votre background derrière, il y a le Facebook, il y a le WhatsApp que nous utilisons partout, le Twitter, toutes ces technologies d'innovation étaient venues après cette réforme de ce qu'on appelle Telecommunication Act and Regulation de 1996 en Amérique. C'est ça l'apport des nouvelles technologies et c'est ça l'expertise que nous voulons amener dans notre pays. Et il fallait une vision, ce n'est pas être technocrate. Vous voyez que c'était une vision qui venait du sommet du pyramide. Donc il fallait une vision pour transformer. Cela n'a pas seulement transformé l'Amérique, mais c'est le monde entier. En Amérique, on a créé plus de 8 millions d'emplois. Comme je dis, président Bill Clinton, jeune qu'il était à cet âge-là, il est venu avec une vision. Durant ces 2 mandats, il a créé plus de 17 millions d'emplois. Il reste l'un des présidents les plus respectés pour avoir créé autant d'emplois durant son mandat qu'aucun autre président a réalisé ce chiffre. Et ces 17 millions, ces 8 millions sont attribués dans le secteur des télécommunications, dans cette réforme qu'il avait mise. Donc, il faut vraiment, ce n'est pas que l'expertise, l'expérience de la diaspora, et peut seulement être comme des technocrates, mais il faut une vision. Là, cette révolution technologique, il faut d'abord des réformes. C'est la politique d'abord. Il faut des politiques, des mesures de politique, des lois qui doivent être débattues dans notre contexte du Congo au Parlement et promulguées par la présidence. Et c'est comme ça qu'on peut consolider nos 20 boîtes de recettes publiques, que ce soit Direction générale des impôts, FIDA, autres, à une seule boîte, consolidée, centralisée. C'est comme ça qu'on peut mieux canaliser et maximiser les recettes publiques aujourd'hui où nous avons un pays comme le nôtre qui se montait qu'un budget national de 6 milliards dans un pays de plus de 85 millions d'habitants. Et ce n'est pas un pays, et pour un pays si riche et potentiellement riche comme le nôtre, c'est monté quand même. Donc il faut une solution. Et nous sommes en train de parler d'une solution nationale. Et si vous parlez budget, je vais vous redonner la parole. Mais dans un pays où on dit 2 345 000 km², presque plus de 80 millions d'habitants, le budget, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais vous savez, vous prenez les nouvelles technologies. Est-ce que ça peut booster, c'est possible de booster les budgets du pays ou du continent, des pays africains, et comment? Oui, c'est facile. Avec une vision technologique, c'est facile de booster ce budget-là, comme je viens de le dire. Le budget que nous avons, c'est sur base d'un système manuel. Ce système manuel favorise le détournement, la corruption et toute autre maladie congolaise que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il faut une vision pour contourner cet obstacle. 60 ans après l'indépendance, on doit quand même être créatif, on doit voir dans le futur. Que font les autres nations? Partout aujourd'hui, le système est modernisé, le système est informatisé. Et voilà ce que nous proposons. Donc, il y a moyen chez nous aussi d'accroître ce budget national de 6 milliards à 30 milliards. Et comment le faire? Nous devons d'abord, comme je dis, il faut des réformes pour consolider toutes les boîtes de recettes. Et maintenant,
amener une vision technologique pour être plus efficace et en fait de mieux canaliser et maximiser ces recettes. C'est ainsi qu'on peut éradiquer les détournements de fonds qui est favorisé par les systèmes manuels, qu'on peut éradiquer la corruption et avec ça, les recettes peuvent facilement accroître dans ce pays. Nous avons par exemple le secteur dans le secteur d'infrastructure, nous avons le service des FONER, le Fonds national d'entretien des routes. Nous connaissons tous les temps dans lesquels nos routes se trouvent actuellement. Mais ce secteur fait entrer qu'environ 100 millions de dollars dans les trésors publics. Dans nos recherches menées, ce secteur peut faire plus de 100 millions, au moins 500 millions. Ce qui est là, nous visons partout, par exemple, ici, que ce soit en Europe, vous circulez sur la route, il y a quelque part, vous devez vous arrêter, payer le frais de traverser le pont. Et que chez nous, où va cet argent? C'est un système manuel. Mais si nous sommes capables, dans mon village, à Ouvira, et dans le territoire d'Ouvira, nous sommes capables de voir un véhicule qui est passé et déjà comptabiliser ça dans le système national. Voilà comment on peut directement accroître ces recettes. Voilà comment ce pays peut aller d'un budget de 6 milliards à 30 milliards dans 5 ans. Donc, c'est quelque chose qui est facile. Cela est possible partout. Parlons aussi dans le secteur du tourisme. Dans notre pays, nous avons le pays qui a plus d'animaux, de parcs nationaux, mais ce secteur n'apporte rien au trésor public parce que nous n'avons pas cette vision de technologie moderne pour être plus efficace, pour attirer plus de tourisme et autre chose. Regardez par exemple le Maroc. Nous avons été surpris dans notre recherche de trouver que le budget national, ce secteur augmente dans le budget national 7 milliards de dollars par an. C'est plus que le budget congolais. Au Kenya, c'est plus de 1,5 milliard de dollars par an. En Tanzanie, c'est plus de 2,5 milliards de dollars que ce secteur seulement fait entrer. Mais quelle est la différence entre chez nous et dans ce pays? Nous avons le plus de nature, de réserves de nature que tout le monde voudrait visiter. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous sommes en train de proposer une solution. Aujourd'hui, si vous voulez aller visiter dans la région des Grands Lacs, vous tapez sur Google. Google va vous amener il va vous pointer une destination à Gisenyi, une ville à côté du Rwanda, à côté de Goma. Et c'est une petite ville par rapport à la ville de Goma. Mais les hôtels à Goma, il y a des hôtels de bonne qualité à Goma qu'à Gisenyi. Mais Google va vous pointer là-bas parce qu'ils ont une présence efficace en ligne. Et quand un touriste arrive dans ce pays, pourtant, le jour après, il va traverser pour aller au Congo, visiter le parc national du Congo. Mais là, il est assis au Rwanda. Il paye l'hôtel au Rwanda. Il mange au Rwanda. Il fait le transport. Et les recherches montrent qu'un jour, un touriste dépense au moins 50 dollars par jour. S'il est là pendant 10 jours, c'est 1500. S'il soit 10, c'est 15 000. C'est l'argent qui circule dans la monnaie locale. Et ça devrait circuler à Goma. Ça devrait créer d'emplois dans les transports, dans les restaurants et partout ailleurs. Et c'est comme ça que les autres font entrer les recettes publiques. Il faut accroître les recettes publiques dans tous les secteurs. On parle aussi du secteur du tourisme. Donc, il y a une vision pour que ce pays puisse tirer aussi profit de cette révolution. Merci beaucoup, M. Delphin. Je me rappelle que nous sommes avec M. Delphin Kubois, Californie. Il a plusieurs casquettes. Nous sommes avec lui. On va essayer président d'un parti politique. Il est professeur. Il travaille dans la haute technologie. Avec lui, on développe. Mais parlons emploi. Comment, dans notre pays où presque tout le monde est chômeur, dans un pays où il y a des chômeurs, est-ce qu'on peut créer du boulot? On peut créer du boulot, on peut créer de l'emploi. Vous vendez quoi comme rêve? Quel est votre dream? Quel est votre dream? Comme a dit Malcolm X, non, pas Malcolm, l'autre là, Martin Luther King, hein, votre dream par rapport au job, boulot, l'emploi.
nouvelles technologies. Oui, oui. Avec les nouvelles technologies, comme je l'ai dit, la technologie, c'est un outil pour atteindre un but, et non pas le but final. Nous voulons utiliser la technologie dans notre vision de réforme comme pilier pour réaliser cette réforme dans notre pays et aussi créer d'emplois, accroître le budget national, ainsi de suite. Je viens d'élaborer un peu sur notre plan, notre grande ligne, comment nous pouvons accroître ce budget national dans presque différents secteurs. Maintenant, parlons maintenant comment nous pouvons créer d'emplois avec ces technologies. Quand nous disons que nous sommes capables de créer 10 millions d'emplois dans 5 ans, ce ne sont pas des emplois directs dans le secteur des technologies. Il s'agit des emplois dans tout le secteur de notre vie, dans tous les domaines. D'ailleurs, dans notre projet de société, nous ne voyons qu'environ 2,5 millions d'emplois, notamment presque un quart ou 25% de ces 10 millions d'emplois. Maintenant, comment nous pouvons créer ces emplois dans les différents secteurs? Parlons d'abord avec la technologie qui nous permet comme un outil indispensable pour atteindre le but, non pas le but final en soi. Ça nous permet d'accroître avec une vision pour accroître les recettes publiques qui est possible. Nous avons seulement montré l'exemple de certains secteurs. Si on modernise, informatise le secteur des régies financières, comment ce pays peut rehausser, accroître ce budget. Si nous avons un pays avec un budget d'au moins 12 milliards de dollars ou 10 milliards, ce pays est capable d'investir dans le secteur d'infrastructures routières. C'est un grand secteur qui peut créer plus d'emplois dans cette vision de 10 millions d'emplois. Nous sommes capables, disons avec un budget de 12 milliards, nous sommes capables d'investir 2,5 milliards de dollars dans la construction de routes et de voies. Et qu'est-ce que cela veut dire et d'où vient ce chiffre? Nous avons dans notre pays au moins 23 000 km de routes principales, les routes nationales qui connectent toutes les provinces du pays, les grands centres administratifs et commerciaux. Et il faut seulement tenir compte de comment le développement, l'émergence du Congo, dans la première image, ce sont d'abord les routes. Voyez un peu. S'il faut d'abord construire ces routes, et les 23 000 km, le budget, les estimations montrent au Congo, il faut au moins $1 million par kilomètre. Mais nous sommes partis des études approfondies en comparant d'autres pays africains. Qu'est-ce que ça coûte pour 1 kilomètre? Et nous partons ici des estimations, on part avec l'Afrique du Sud, un pays qui était comparable à notre pays lors de l'indépendance, mais voilà là où ils sont aujourd'hui. Et comment ils tirent profit de cette révolution technologique, ça est notre débat. Et nous sommes chez eux, c'est $500 000 par kilomètre. Alors, si nous pouvons prendre les 23 000 kilomètres, c'est environ 12 milliards de dollars, et diviser ça par 5, notre vision de 5 ans, et diviser ça par 5, c'est 2,5 milliards de dollars. Et s'il faut aussi tenir compte des estimations comparatives de l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, pour un budget d'1 milliard de dollars, vous devez être capable de prouver comment vous allez créer 125 000 emplois dans ce secteur d'infrastructure de l'eau. Alors, nous partons que c'est l'Afrique du Sud, avec les 2,5 milliards de dollars, c'est plus de 300 000 emplois. Et là-bas, il faut se rappeler que le salaire minimum, le coût de vie en Afrique est différent de celui chez nous. En Afrique du Sud, le salaire du minimum, c'est $200. Chez nous, c'est $40 environ, que nous voulons rehausser entre 80 à $100. Maintenant, si on rehausse ça, ces chiffres-là, même si on rehausse de 80 à $100, les 300 000 emplois, c'est l'équivalent de 700 000 emplois chez nous dans une année. Donc, c'est ça l'équivalent d'un budget annuel de 2,5 milliards. Combien d'emplois que ce secteur-là, cette maison-là peut prouver au gouvernement qu'ils sont capables de créer. Ce n'est pas le secteur public qui crée d'emplois, mais c'est une vision comment le secteur privé peut créer. Et ce secteur privé sera octroyé des contrats du gouvernement, ainsi de suite. Il doit démontrer qu'est-ce qu'il doit apporter dans le secteur de création d'emplois pour qu'il soit capable de gagner ce marché. Alors, si vous multipliez les 700 000 emplois
par an, multiplié par notre vision de 5 ans par 5, c'est 3,5 millions d'emplois que nous disons ici, nous pouvons créer dans ce secteur seulement d'infrastructures routières. Voilà les 3,5 millions de 10 millions que nous disons, et comme je l'ai dit, dans le secteur des technologies, c'est peut-être notre débat, comment nous sommes arrivés à ce chiffre de 2,5 millions d'emplois dans 5 ans. Donc, les deux secteurs seulement montrent 6 millions d'emplois. Et voilà un peu les 10 millions que nous parlons. Nous sommes capables, si le taux de chômage aujourd'hui dans notre pays, le chiffre officiel dit de 25%, les chiffres indépendants de 40%, peu importe, acceptons les 25%, cela veut dire sur environ 80 millions de personnes, prenons juste un exemple illustratif, cela veut dire presque 20 millions de Congolais sont en chômage. Et si nous sommes capables d'injecter 10 millions d'emplois, en plus des emplois qui existent déjà au pays, et réduire, donc la réduction de 50% de ces estimations officielles du gouvernement de 25%. Voilà notre vision. Il ne s'agit pas de vendre une vision, mais d'une vision qui est capable de transformer ce pays, d'une vision pour rendre ce Congo un Congo nouveau, fort, prospère et moderne. Merci beaucoup, un Congo nouveau. Je vous rappelle que c'est M. Delphin Kibois. Le Congo traverse des temps très difficiles. Quelle est votre lecture par rapport à la balkanisation du pays, surtout la partie est du pays, dont vous êtes aussi originaire? C'est vraiment, c'est depuis des années, le Congo, il y a les armées étrangères qui entrent comme ils veulent, ça entre, ça sort. Et avant, c'était le Kivu, maintenant, c'est presque au Katanga, en Équateur, par-ci par-là. Nos frontières, c'est vraiment, ça pourrait être à la balkanisation du pays. Votre lecture par rapport à la balkanisation? Bon, notre lecture, d'abord, le Congo restera un pays uni et indivisible. Donc, nous pensons que les nouvelles de balkanisation, ce sont des choses ce sont vraiment des tendances qui trouvent des racines dans des conditions déplorables sur le plan social. Quand un Congolais n'a pas d'emploi, comme toute autre personne, comme tout citoyen partout au monde, il n'a pas d'emploi, il ne sait pas quoi nourrir sa famille, l'insécurité, tout ça. Toute personne qui peut le solliciter, laisse-moi vous donner 100 $, il y a ceci, cherche-moi ceci, il est capable d'accepter toute offre. Donc, ce sont vraiment, pour nous, c'est la conséquence des conditions socio-économiques du pays. Et quand nous disons que nous sommes capables d'injecter 10 millions d'emplois, voilà une solution durable, une solution pour la paix, la sécurité durable. Et ce débat-là de balkanisation ne trouvera plus encore de place. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être matérialisé, exécuté sans le soutien de l'intérieur, des Congolais eux-mêmes. Et les conditions déplorables, les conditions socio-économiques du peuple aujourd'hui favorisent que ce débat puisse avoir lieu, que les Congolais soient tentés d'accepter à l'intérieur, et déplorable, d'une façon déplorable, de faciliter cette tâche. Donc, nous devons trouver une solution durable pour que de tels débats, de telles sollicitations à l'intérieur du pays ne trouvent pas d'espace, ne trouvent pas de place. Donc, c'est pourquoi nous parlons ici d'une vision, d'une vision pour une solution durable. On ne peut pas croire qu'il faut envoyer les militaires ou quoi faire quoi, mais il faut d'abord comment créer d'emplois pour le peuple. Quand le peuple congolais s'adonne, il est busy, comme on le dit en Amérique, il est occupé, il va dans ses occupations de la vie, il peut payer les frais scolaires à son enfant, il peut pourvoir sa famille quand quelqu'un tombe malade, il peut nourrir sa famille. Il ne peut pas accepter d'être sujet de sollicitation de tels projets de diviser notre pays. Donc, c'est ça, la vision que nous proposons, c'est la solution durable pour la sécurité pour un Congo uni et indivisible. Donc, c'est ça notre lecture. Et nous devons un peu lire un peu loin, nous devons voir dans le futur, avec les lunettes du futur, comment faire que ces problèmes trouvent une solution durable que nous proposons aujourd'hui, des réformes avec
la révolution numérique comme pilier pour cette réforme. Nous sommes avec vous, c'est extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous remercions partout. Vous êtes à travers le monde. Nous sommes presque à la fin. Monsieur Delphin Kiouboua organise beaucoup de conférences. Je crois dès la fin du déconfinement, Dieu voulant, nous serons avec lui aux États-Unis. Il compte aussi organiser une grande conférence à Silicon Valley, la capitale mondiale de la haute technologie, et nous serons là avec lui. C'est juste le temps que l'Amérique puisse ouvrir ses frontières. C'est pour bientôt. Trump fait pression, l'économie américaine est presque par terre. Mais nous sommes avec vous pour terminer. Vous êtes trop loin, vous êtes en dehors. Tout ce que vous dites, c'est trop beau, c'est bien beau. Vous êtes en dehors du pays. Comment comptez-vous faire en dehors du pays? Très loin, en Amérique. Monsieur Delphin, je vous donne la parole. Oui, nous sommes physiquement actuellement en dehors du pays, mais le cœur est resté toujours au Congo, bien qu'on ait 30 ans en dehors du pays. Nous sommes présents au pays dans différentes activités, comme je l'ai dit. On dirige un mouvement politique au Congo. Et on est là dans différentes activités socioculturelles, philanthropiques, ainsi de suite. Mais c'est que comment nous sommes en train de nous préparer. Comme je l'ai dit, être ici en Amérique nous a donné la chance. Ce pays nous a formés sur le plan éducatif, nous a formés sur le plan professionnel. Et nous sommes dans une démarche pour apporter maintenant cette expertise, expérience. Donc, nous rentrons au pays avec un bagage professionnel de 25 ans dans le secteur public, une des plus grandes institutions au monde, les plus modernisées, informatisées, l'État de la Californie. Et comment ces bagages peuvent aussi servir notre pays. C'est ça notre cheval de bataille actuellement. Et ces bagages dans le secteur des télécommunications, des technologies modernes. Oui, comme vous l'avez dit, nous sommes en train de préparer avec, quand les mesures de confinement seront quand même légères, et nous allons organiser une conférence ici en Californie, notamment à Silicon Valley. C'est un centre commercial réputé comme la capitale au monde des nouvelles technologies. Et nous voulons que les Congolais aient la chance de voir de leurs propres yeux comment cette technologie fait avancer d'autres pays. Et nous allons bientôt organiser ça ici en Californie. Et nous allons inviter des Congolais partout où ils sont, qu'ils peuvent, pour qu'ils viennent participer, aussi et l'opportunité de rencontrer les décideurs dans ce secteur. Et l'objectif ici, pour qu'ils puissent aussi comprendre, c'est que le Congo offre une potentialité sur le marché dans ce secteur. Donc, il y a beaucoup de choses que les Congolais offrent dans des contextes d'opportunités d'investissement que peut-être ces investisseurs américains ne sont pas informés. C'est une façon aussi de vendre ce qu'offre notre pays en termes de potentialité, de ressources. Nous avons une jeunesse qui est aujourd'hui sans emploi, mais une jeunesse intelligente. Dans le secteur de l'enseignement, où je suis aussi, comme je l'ai dit, enseignant, aujourd'hui, le débat tourne autour de comment former un citoyen américain qui a décidé de vivre en France, mais il travaille au Canada. C'est ça l'apport des technologies. C'est comme ça qu'on est en train de réformer aujourd'hui le système éducatif pour l'adapter après cet événement de Covid-19. Que l'étudiant demain qui sera formé ne sera plus celui qui va choisir de vivre à Nairobi et de travailler à Nairobi. Et avec toutes les ressources et potentialités du Congo, comment nous pouvons aussi tirer profit de cette vision du futur, de comment là où va le monde, pour que les Congolais qui a choisi de vivre à Kinshasa, mais il travaille à Silicon Valley. Mais il est en train d'écrire des logiciels pour une compagnie à Silicon Valley. Voilà notre vision pour un Congo. Voilà ce que nous offrons pour un Congo nouveau, fort et prospère. Voilà l'image de l'émergence du Congo. Il va continuer au développement de son pays. Il a Lubumbashi, il se réveille les matins, comme nous sommes. Vous êtes en Belgique, je suis ici aux États-Unis. Il parle avec ses collègues, il parle avec son chef. Où est-ce que vous êtes sur tel projet?
il est à Lubumbashi, il est à Likasi, il est à Bukavu. Il fait son rapport, il fait son travail, mais il vit au Congo, mais il travaille pour une compagnie au Canada. Donc, le Congo ne doit pas toujours rester à la queue de l'histoire. Et nous avons ce bagage bien connu à l'extérieur du pays. C'est ça notre préoccupation aujourd'hui, de rentrer pour que ces bagages puissent aussi profiter pour ces grands pays au cœur de l'Afrique, ces pays avec tant de ressources, de potentialités. Ces ressources, ce ne sont pas des ressources de réserves naturelles, mais aussi des ressources humaines. Cette jeunesse congolaise en chômage, comment elle peut aussi trouver l'emploi? Et l'emploi ne sera pas seulement au Congo demain, l'emploi peut être à Nairobi, au Maroc, peut être en Égypte, mais il a décidé de vivre à Bukavu. Et c'est comme ça aujourd'hui le débat dans le secteur de l'enseignement. Nous sommes en train, comme je l'ai dit, de réformer ce secteur pour tenir compte que nous venons d'apprendre l'expérience tirée de COVID-19. Le monde peut fonctionner à distance. L'étudiant que nous allons former ne sera plus l'étudiant qui va choisir de vivre dans la même ville où il travaille. Voilà un peu notre présence ici à l'extérieur du pays. C'est vraiment un atout pour le pays. Et si nous sommes capables aussi d'apporter cette vision pour l'émergence du Congo, pour un Congo nouveau, fort, prospère et moderne. C'est extraordinaire, ça j'ai beaucoup aimé, habiter Bruxelles et puis travailler au Canada, habiter le Canada, travailler à Lubumbashi, habiter Lubumbashi, travailler à Goma, habiter Goma, travailler à Godolité, à Yakoma, ça j'ai beaucoup aimé. Mais pour terminer, vous prenez les pouvoirs, vous êtes président. Vos 100 premiers jours, ça sera comment? Ça sera quoi? On termine ici. Merci pour la question. Bon, le mandat, c'est de 5 ans. Il ne s'agit pas d'un mandat de 100 jours. Nous pensons qu'il faut, comme je l'ai dit, notre projet de société pour l'émergence du Congo, c'est une vision d'un plan de société de 5 ans. Donc, ce que nous pouvons faire dans les 5 ans, nous avons c'est environ 1800 jours dans les 5 ans. Donc, sur les 1800 jours, qu'est-ce que nous allons faire les premiers jours? Nous sommes des professionnels dans le secteur de gestion des projets. Et ces projets-là seront connus au moment opportun. Mais chaque année, pour les 5 ans, chaque année, il y aura des projets qui seront initiés. Il y aura des projets qui seront en voie d'exécution avec une transparence totale. Tout Congolais peut aller avec son téléphone en ligne et faire évaluer comment évolue tel projet. Il y aura des projets nous allons célébrer. Chez nous, on a tendance à célébrer un projet quand on n'a pas encore commencé, mais la fin, on ne célèbre pas parce qu'il n'y a rien qui a été réalisé. Mais nous allons avoir des projets chaque année. Et dans chaque année, il y a des trimestres. Le premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième, chaque trimestre, il y aura des projets qui vont démarrer, qui seront en pleine exécution et qui seront terminés pour être célébrés. Et pour la première année, le premier trimestre qui englobe presque les 100 premiers jours, c'est dans le premier trimestre. Quand nous serons là, notre projet de société deviendra ce qu'on appelle le programme du gouvernement avec des plans d'action qui sont concrets, des plans d'action qui sont qu'on appelle dans le monde professionnel, des plans d'action qui sont smart. Quand on parle de smart, c'est-à-dire des actions qui sont spécifiques, qui sont mesurables, atteignables, et qui sont temporairement limitées dans le temps pour être capable à chaque Congolais d'évaluer comment va tel projet, comment évolue tel projet. Donc, nous avons toute une méthodologie professionnelle. Comme je dis, nous rentrons avec un bagage professionnel. Ce ne sont pas des théories, mais ce sont un bagage d'une expérience de plus de 25 ans dans une des grandes institutions au monde, les plus informatisées, modernisées, l'institution publique. Donc, nous rentrons avec une méthodologie qui est capable de produire des résultats, les mêmes résultats qu'on produit ici aux États-Unis, les mêmes valeurs éthiques qui nous a promis de progresser dans ces pays. C'est ça le bagage avec lequel nous sommes en train d'envisager à porter dans notre pays. Donc, les premiers jours, pour nous, nous ne serons pas là pour un mandat des premiers jours, mais pour un mandat de 5 ans. Notre plan d'action, notre projet de société est élaboré autour de 5 ans.
Et chaque semestre, chaque trimestre, dans les 5 cas, il y a des actions à mener, des activités à mener. Et quand nous serons là, le moment opportun, nous serons des priorités. Après avoir présenté ces plans de société aux Congolais, nous saurons de quoi les attentes du peuple pour les premiers jours pour exécuter ça. Donc, selon les attentes du peuple congolais, de quoi il s'agit. Et pour que tout le monde sache, le premier trimestre, voilà où nous serons. Le deuxième, voilà où nous serons. Le quatrième, voilà où nous serons. La deuxième année, voilà où nous devons être. Donc, c'est ça un peu notre vision. C'est vraiment une vision professionnelle. Ce ne sont pas des théories de livres ici. Nous parlons d'une pratique professionnelle, d'une carrière de plus de 25 ans dans une grande institution publique, le plus modernisée et informatisée au monde. Merci beaucoup, monsieur Delphin Kibois. En attendant de se revoir dans une conférence à Silicon Valley, je crois qu'on aura encore beaucoup d'entretiens sur Zoom avec vous. Merci, c'est toujours un plaisir de vous écouter. On vous dit au revoir, bye. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre temps, Pasteur Bobo, et au plaisir de se voir encore très prochainement.